Bonjour, je m'appelle Elena et je travaille pour le service du patrimoine de la ville de Loches, au sud de la Touraine. C'est ici, à Loches, qu'est né l'explorateur Louis de la Porte en 1842. Et c'est cet illustre Lochois qui m'intéresse aujourd'hui. Les expéditions auxquelles il a participé l'ont emmené jusqu'au site d'Angkor au Cambodge, un lieu mythique dont l'étude et la connaissance deviendront l'objectif de sa vie. Dans ce podcast, je vous invite à faire un voyage à l'autre bout du monde, dans ses pas. Cette vie, nous allons la suivre, vous et moi, à travers la correspondance abondante et régulière que Louis de la Porte a entretenue avec sa famille tout au long de sa vie. Par chance, toutes ces nombreuses lettres ont été conservées par ses descendants. Partons ensemble à la découverte de ces précieux témoignages. Aujourd'hui, je vais vous conter le coup de foudre de Louis pour Angkor, ou comment 10 jours d'une expédition bouleverseront la vie de l'explorateur. Saigon, 29 mai 1866. Chers parents, j'ai à vous annoncer aujourd'hui une grande nouvelle. Vous avez sans doute remarqué que l'on parlait de faire un grand voyage d'exploration dans le Mékong. Ce voyage va se faire, et nous allons partir dans 8 jours. Je dis nous, car je fais partie des voyageurs. Je serai chargé spécialement des observations, comptabilité et des dessins. L'amiral m'a fait cette proposition tout d'un coup, j'ai accepté de suite. Nous faisons nos préparatifs. Nous devons partir d'abord par le fleuve du Cambodge, remonter jusqu'à Angkor, ruine d'une ville immense et splendide. Nous y resterons 1 mois. Puis nous remonterons encore le Cambodge pendant 100 ou 200 lieues. Là, nous attendrons 3 mois, l'arrivée de la saison sèche. Puis nous repartirons vers novembre, ou peut-être un peu plus tard, et nous remonterons aussi loin que nous pourrons. Notre voyage peut avoir une très longue durée. Les uns comptent sur 1 an. Nous prenons nos précautions pour le maximum, que nous comptons à 2 ans. Bien que ce voyage nous sépare pour longtemps encore, j'espère que vous me le verrez entreprendre avec plaisir. Du reste, le voyage me plaît, et s'il doit y avoir quelques moments pénibles, il y en aura aussi de très agréables. Adieu, chers parents, je vous embrasse. Louis de la Porte. 1866, Saigon. Louis de la Porte a 24 ans. Cela fait déjà 1 an qu'il est en poste en Cochinchine. La Cochinchine était alors une colonie française. Elle correspond au sud du Vietnam actuel. L'annonce de cette expédition du Mékong vient rompre son ennui, et il ne le sait pas encore, mais le détour par les ruines d'Angkor va marquer un tournant dans sa vie. L'expédition, dirigée par le capitaine Ernest Doudard de Lagrée, quitte Saigon le 5 juin 1866. Direction le Cambodge, le Laos, puis la Chine. Son objectif, remonter le cours du fleuve Mékong afin de vérifier s'il est navigable jusqu'en Chine. Si c'est le cas, des voies commerciales pourraient être ouvertes. Un élément primordial à l'époque où les ambitions coloniales sont très fortes dans cette région. Dès le début de cette expédition, un détour est prévu pour faire découvrir à l'équipage les ruines d'Angkor au Cambodge. Mais arrêtons-nous un instant. Vous connaissez Angkor ? On connaît l'image de ces temples envahis par la végétation, mais finalement, c'est quoi Angkor ? Un temple ? Une ville ? Ni l'un ni l'autre. Angkor, c'est une région de l'ancien royaume khmer, plus grand que le Cambodge actuel. C'est une région dans laquelle ont été construites plusieurs villes capitales, mais aussi de nombreux temples encore visibles aujourd'hui. Pour résumer, il y a environ 1000 ans, la région d'Angkor était celle où vivaient les rois. C'était le centre du pouvoir du royaume. Seuls les temples, construits en pierre, témoignent aujourd'hui de cette période. Mais ils sont nombreux et le périmètre est vaste. Angkor, c'est plus de 1000 km², 10 fois plus que Paris intramuros. De quoi se perdre encore et encore. Revenons à Louis et son expédition du Mékong. Nous sommes à l'été 1866. L'équipage arrive sur le site d'Angkor. Louis est fasciné. Fermez les yeux, écoutez sa description et avec lui, rêvez en grand. 10 juillet 1866. Chers parents, nous nous sommes rendus jusqu'aux ruines d'Angkor. Nous avons passé une dizaine de jours à les visiter. Ces ruines magnifiques et immenses se composent notamment d'une pagode bouddhique, immense monument à enceinte, étages, cour intérieure, tours, parfaitement conservés, construits en immenses pierres de beau grès, couvertes partout de sculptures, d'une finesse extrême, d'inscriptions, de bas-reliefs de toutes dimensions. C'est bien comme cela que l'on rêve un beau monument de l'Orient. La réalité même surpasse le rêve, rien n'y manque. Immense pièce d'eau, parc, un énorme mur d'enceinte de 2 à 3 km de tour. Devant chaque façade, une porte d'enceinte qui,
qui est elle-même une superbe ruine, et pour arriver à la façade principale, une avenue de plus de 300 mètres de long, de 10 ou 15 mètres de large, d'allées, ornées de sculptures, de rampes. Plus d'une vingtaine de beaux monuments sont connus, presque tous situés au milieu de forêts quasiment impénétrables, dans lesquelles il n'y a aucun petit sentier. Il faut se frayer un chemin à travers les lianes et les ronces, et sous un soleil brûlant, avec des températures de plus de 30 degrés à l'ombre. Toutes ces belles ruines ne sont pas connues de plus de 10 Européens, et il n'y a que quelques années que les Européens en connaissent l'existence. Notre chef d'expédition, le commandant de l'Agré, qui vient de passer plus de 2 ans au Cambodge, comme résident français près du roi, avait pu visiter le plus en détail possible tous ces monuments et faire de sérieux travaux de recherche, que nous l'avons aidé à compléter. Grâce à lui, nous avons pu voir en nos 10 jours ce qu'il aurait fallu bien plus longtemps à un voyageur ordinaire pour trouver. C'est une belle et riche description, tout en détail, ce qui plaît d'ailleurs beaucoup à la famille de Louis, qui attend chacune de ses lettres avec impatience. Voici d'ailleurs ce qu'écrit Jean, le frère de Louis, à propos de ces lettres. C'est une espèce de lanterne magique et de verre grossissant qui produit sur notre imagination et sur notre esprit une disposition surnaturelle et à la bienveillance. Même si ce voyage est le sujet principal de son courrier, l'explorateur a toujours une pensée pour sa famille. Voici comment il termine la lettre d'Ancor. De la durée de notre voyage, nous ne savons rien. Peut-être un an, peut-être plus. Je pense que quand cette lettre, qui sera peut-être la dernière d'ici bien longtemps, vous arrivera, tout le monde sera réuni à la maison. Ce sera pendant les vacances. Inutile de vous dire que ce qui me privera le plus pendant ce long voyage sera de n'avoir aucune nouvelle de vous. Il y a déjà 6 semaines que j'ai reçu votre dernière lettre. Portez-vous tous bien pendant ce temps-là. Que je retrouve ma grand-mère, bien vieille, mais toujours d'aussi vive humeur. Amédée, interne des hôpitaux de Paris. Jean, un avocat sérieux, et le père cultivant son jardin, visitant ses terres, et se reposant de ses fatigues par le plaisir de penser à ses enfants. Chers parents, je me rappelle aux souvenirs de famille, amis et connaissances. Je vous embrasse bien, et au revoir. Louis de la Porte. Durant les 2 ans que va durer cette expédition, Louis de la Porte écrira 14 lettres à sa famille. Et comme vous l'avez entendu, la transmission des courriers n'est pas simple. Néanmoins, même si les lettres mettent plusieurs mois à arriver à destination, Louis profite de chaque occasion qui lui est donnée pour transmettre des nouvelles et encourage sa famille à en faire de même. Et heureusement, car qu'aurait fait Louis sans les conseils bien avisés de son frère Jean? Enfin, avisés, vous avez dit? Mon cher Louis, si quelques lions ou boas s'avisaient de vouloir te manger, tu pourrais prendre avec toi ton fusil à bout de bras, et il est probable qu'en le mettant en travers, il leur sera si difficile de t'avaler qu'ils y renonceront. Avec les tigres et les ours, il est préférable de procéder par la douceur. À cet effet, tu prendras bien soin de garder dans ta poche 1 ou 2 sucres de ta tasse de café du matin. Tu peux être sûr d'avance qu'ils seront tous sensibles à ton attention et qu'ils mangeront ton voisin de préférence. Les crocodiles sont faciles à apprivoiser, plus qu'on pense. Ces animaux contractent de bonne heure la carie des dents. C'est la seule chose qui les rend féroces. Avec un flacon de créosote opiacé, on les calme. Il suffit pour les aborder de leur montrer ses dents et de brandir la fiole. Ils comprennent sur le champ et ouvrent la mâchoire avec complaisance pour se faire opérer. Si tu ne fais pas un heureux voyage maintenant, c'est que le diable s'en mêle. Je te serre la main et au revoir, Jean de la Porte. Sur ces bons conseils, retournons à l'aventure. En juillet 1866, Louis laisse encore derrière lui. Ce fut un séjour de seulement 10 jours, mais qui lui laissera une empreinte indélébile, un coup de foudre qui va le marquer à vie, et qui guidera toute sa vie. Mais en attendant, la remontée du fleuve doit reprendre, pour rejoindre le sud du Laos, où se trouvent les rapides du Mékong, qui n'ont jamais été explorés. Une fois sur place, dans la région de Bassac, un arrêt de plusieurs mois est programmé, car il faut attendre la fin de la saison des pluies, qui rendent le voyage impossible. Le niveau du fleuve augmente considérablement à cette période. L'équipage espère également recevoir un colis important qui doit être envoyé de France, des instruments de mesure qui doivent permettre d'effectuer les cartes des contrées traversées. Mais cet envoi n'arrivera jamais et manquera beaucoup à l'équipage tout au long de cette expédition. Pour autant, cet arrêt forcé permet à Louis et son équipe d'explorer les environs.
Louis exécute bon nombre de croquis sur ce qui l'entoure. Il découvre d'autres cultures, d'autres coutumes, qu'il raconte à ses proches. 1er novembre 1866. Bassac, Laos. Nous sommes à Bassac depuis plus d'un mois, attendant le courrier et les quelques instruments et lettres qu'on doit nous envoyer de Saigon. La barque que nous envoyons doit rencontrer en route celle que nous attendons, faire échange de lettres et de paquets, et nous rejoindre le plus rapidement possible. Nous nous sommes arrêtés quelque temps dans la ville de Kong, qui est la plus civilisée et la plus riche que nous ayons encore vue. Les habitants vite apprivoisés venaient nous apporter qui une poule, qui un œuf, des fruits, du tabac pour avoir une bague en verre, un bracelet, que les rares Chinois qui viennent commercer là leur vendent à des prix fabuleux. À Bassac, je trouve que le temps a passé assez vite. Je dessine un peu de tout. Je prends des types de toutes les races, des scènes de mœurs, les instruments de pêche, d'agriculture, les armes. Un jour, je vais voir brûler un mort en grande cérémonie. Un autre jour, le roi nous invite à déjeuner, nous lui rendons sa politesse. Puis c'est une famille qui fait des sacrifices à Bouddha et des cadeaux à ses bonzes. Le choc des températures est parfois amusant. Nous sommes en plein hiver. Les Laotiens grelottent. Pour nous, nous trouvons la température charmante. 23 à 24 degrés le jour. 12 degrés au moment le plus froid de la nuit. Et c'est là la température la plus basse que j'ai vue depuis mon départ de France. Mais les excursions effectuées dans la région de Bassac comportent aussi bon nombre de dangers. On passe, conduit par les Laotiens, dans des courants et des rapides effrayants au premier abord. Puis on s'enfonce dans des forêts sans chemin. Là, on est dévoré par des centaines de sangsues terrestres qui couvrent le sol humide et sautent sur vous et vous sucent le sang en si grand nombre qu'on ne peut s'en débarrasser qu'une fois rendu dans les endroits habités. Quelquefois, le sol en est littéralement couvert. Pour arriver à voir la plus belle cascade, il m'a fallu traverser un torrent dont le courant était si rapide qu'ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, on était obligé de s'accrocher aux branches pour ne pas être renversé. Après cet arrêt à Bassac et l'arrivée de la saison sèche, l'équipage reprend son voyage, suivant le cours du Mékong, à pied ou en barque, pendant près de 8 mois, jusqu'au nord du Laos, puis jusqu'en Chine. Le voyage est de plus en plus difficile. 24 mai 1867. Luong Prabon, nord du Laos. Comme nos longues courses ont rapidement usé nos souliers, nous marchons presque tous nu-pieds. Nous nous y sommes habitués peu à peu, et sans trop de difficultés. Et nous gardons chacun une bonne paire de souliers pour les circonstances exceptionnelles. 29 octobre 1867. Nous avons fini par arriver en Chine, après 4 mois de fatigue et de difficultés de tout genre. Voyageant à pied, pendant une saison des pluies qui ne nous laissait pas de relâche, et à travers un pays sauvage et presque ennemi, déclaré. Louis et son équipe ne sont pas au bout de leur peine. Il faut encore obtenir un maximum d'informations sur le Mékong. Mais les difficultés pour remonter le fleuve sont de plus en plus nombreuses, imposant des détours imprévus, et la fatigue se fait sentir. Yunnan, Chine, 6 janvier 1868. Chers parents, le temps presse. Notre voyage a duré 19 mois déjà et n'est pas encore terminé. Nous allons encore une dernière fois nous lancer vers l'inconnu. Notre voyage tel qu'il est déjà magnifique et semble extraordinaire à tous ceux qui en entendent parler. Mais il serait bien plus beau encore si nous pouvions au moins avoir des renseignements certains sur ce fleuve, le Mékong, ce qui résoudrait un grand et important problème géographique. Pour moi, qui suis aussi vigoureux, aussi bien portant et aussi disposé à aller de l'avant qu'au départ, ce supplément de route ne serait qu'un jeu. Mais nous ne sommes pas tous en aussi bon état. Notre chef est fatigué physiquement et doit avoir la tête bien solide pour combiner, diriger, faire de la politique avec les différentes autorités des pays, passer par-dessus les 1000 lenteurs, faire tomber les obstacles insurmontables. Notre escorte, qui ne s'attendait pas à ce supplément de voyage, va probablement perdre un peu de courage et de bonne humeur. Dans tous les cas, que nous allions jusqu'au bout ou que nous nous arrêtions en route, notre but sera de gagner le fleuve bleu. Là, nous pourrons reprendre notre premier moyen de transport, la barque, et nous n'aurons plus qu'à nous laisser tranquillement aller au courant du fleuve. Mais tout cela n'ira pas pour le mieux. Le commandant Doudard de Lagrée s'avère gravement malade et décède le 12 mars 1868, au moment où la mission de reconnaissance du Mékong touche à sa fin. Affaiblis et endeuillés, les hommes de l'équipage reprennent le chemin vers le nord pour rejoindre le fleuve bleu, qu'ils descendent jusqu'à Shanghai. De là, un paquebot les ramène à Saigon, où ils arrivent le 30 juin 1868. Durant ces 2 années d'expédition,
l'équipage aura parcouru 10 000 km, dont 6 000 en barque et 4 000 à terre. Et finalement, le Mékong s'est avéré une voie de communication impossible vers la Chine. Mais, un point positif, la connaissance géographique de cette région de l'Asie très convoitée par la France a fait un pas de géant. De retour en France à l'été 1868, Louis se met rapidement au travail pour prendre part au rapport de cette mission. Tous les dessins qu'il a réalisés, les cartes auxquelles il a participé, sans oublier le récit de ses 2 années d'expédition, doivent être publiés. Louis passe tout son temps à terminer ses croquis et à superviser les artistes graveurs qui s'attachent à reproduire ses dessins. 8 décembre 1869. Chers parents, je suis honteux d'être resté si longtemps sans vous écrire, et vous avez bien dû supposer que j'étais fort occupé. J'ai en effet en ce moment une armée d'artistes à surveiller, nombre de croquis à terminer, à expliquer. On m'a déjà remis plusieurs épreuves lithographiques de l'album. Si elles ne sont pas parfaites, au moins sont-elles très soignées, très exactes, et grâce aux soins que je vais mettre à les corriger, je puis être à peu près sûr dès aujourd'hui que cet album sera très intéressant et aura beaucoup de cachets. En résultera en effet un très bel ouvrage collectif intitulé Voyage d'exploration en Indochine, édité en 1873. Mais parallèlement, Louis semble rêver de retourner en Indochine et à Angkor pour revoir et comprendre ces architectures étonnantes. Dès 1872, Louis fait des démarches auprès des institutions pour diriger sa propre expédition. L'objectif qu'il affiche est double: explorer cette fois-ci la navigabilité du fleuve Rouge au nord du Laos et étudier les monuments khmers à Angkor. Cette double mission, financée par les ministères de la Marine et de l'Instruction publique, lui permet d'obtenir la possibilité de se rendre à nouveau sur les ruines d'Angkor. Ce volet scientifique de l'expédition est du goût du gouvernement français qui cherche à retrouver un certain prestige international dans le domaine de la recherche. Louis arrive au Cambodge en juin 1873. Il commence par l'étude des monuments d'Angkor. Sur place, il obtient l'autorisation du roi du Cambodge de prélever des statues et réaliser des moulages des bas-reliefs des temples. Il bénéficie même de l'aide technique et logistique des autorités locales. Des hommes et des chars à bœufs sont mis à sa disposition. Arrivé à Angkor, l'équipe se met au travail. Débroussaille, dégage, photographie, dessine, établit des relevés des ruines, prend des moulages, dans le but d'envoyer en France divers témoignages de l'art khmer. L'art khmer, c'est l'art du Cambodge ancien. Mais le transport de ces pièces s'avère compliqué. Les chars cambodgiens, construits en bois, sont très légers et ne sont pas adaptés pour charger les sculptures très lourdes. Il faut à Louis un renfort de plus d'100 d'hommes pour effectuer le transport de très grandes sculptures. Malheureusement, cette seconde expédition prend fin subitement, avant même de réaliser la deuxième partie de la mission, celle du fleuve Rouge. Septembre 1873. Chers parents, nous voici donc en route pour Saigon. Il était temps et nous avions donné tout ce que nous pouvions faire. Presque tout le personnel est malade. Quelques hommes assez gravement. Des officiers en mauvais état. Pour moi, j'étais couché, très affaibli, fort souffrant et atteint d'une maladie de foie. Nous arrivâmes en 4 jours à Saigon, où tous les malades se rendirent à l'hôpital. Le bien-être que nous y trouvâmes nous fit de suite un grand bien. Toutefois, ma maladie dont le danger était passé devait avoir d'autres conséquences. Toute la faculté de Saigon déclara 2 choses. D'abord, que j'étais incapable de supporter de nouvelles fatigues avant longtemps, et ensuite que je ne me remettrais qu'en quittant la Cochinchine. Et il fut décidé que je partirais par le prochain paquebot pour aller me remettre en France. Adieu, chers parents, j'ai grande hâte de vous voir et je vous embrasse de tout cœur. Louis de Laporte. Mais cette mission n'est pas un échec pour Louis. En janvier 1874, plus de 100 caisses remplies de moulages et sculptures originales parviennent à Toulon, puis à Paris. Là, elles sont déposées sur le trottoir attenant aux antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Louis espérait fortement leur voir trouver une place dans ce musée prestigieux. Malheureusement, aucune considération n'est donnée à ces objets qu'on ne connaît pas et dont l'arrivée n'était pas prévue. Le Louvre évoque un réel manque de place pour les accueillir et les nombreuses caisses restent dehors, sous le regard des passants curieux pendant 4 mois. Qu'adviendra-t-il d'elles ? Je vous l'accorde, le suspense est à son comble. La suite au prochain épisode.
Vous venez de découvrir les premières expéditions de Louis, son coup de cœur pour encore, et le début de son travail pour faire connaître l'Arkmer. Dans le prochain épisode, nous saurons ce qu'il adviendra des caisses qu'il a rapportées. Et surtout, nous verrons tout le travail accompli par Louis pour faire connaître encore et l'Arkmer. Ce podcast a été réalisé par la ville de Loches et le lycée Saint-Denis, dans le cadre de l'exposition De Loches à Encore, Louis de la Porte, l'aventure d'une vie, visible au Logis Royal et au musée Lancier, du 22 mai au 21 septembre 2025.